Los Angeles, 2019. Suite à la surexploitation de ses ressources, la Terre est devenue peu habitable et sa population émigre vers d'autres planètes. Mais il reste encore quelques humains qui se mélangent aux animaux artificiels et aux androïdes, créés pour soutenir ce reste d'humanité. Sauf que certains de ces êtres doués de conscience et esclaves, nommés réplicants, se sont retournés contre leur maître. Pour les retrouver, il faut faire appel à un Blade Runner qui applique la loi et retire ces réplicants de la surface. C'est ainsi que nous découvrons Rick Deckard, un ancien Blade Runner joué par Harrison Ford qui doit reprendre du service pour rattraper un modèle très particulier de réplicants, les Nexus 6. 4 de ces androïdes doivent être éliminés sur ordre de la Tyrell Corporation, qui les a créés et ne peut plus les stopper. Deckard rencontre alors Rachel, une réplicante qui travaille pour Tyrell et qui ne sait pas quelle est sa véritable nature. Durant sa tortueuse enquête, Deckard va en découvrir autant sur lui que sur la réalité qui l'entoure, réalité dans laquelle il serait lui-même, potentiellement, un de ces fameux réplicants. À l'origine, le film Blade Runner est librement inspiré du roman Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques, écrit par Philip K. Dick en 1966. Et après que le scénario soit promené entre plusieurs mains, elles finissent dans celle de Ridley Scott, qui venait justement de réaliser son Alien en 1979 et qui avait envie d'aller vers une nouvelle conception du cinéma de science-fiction. Et comme tout bon cinéaste qui rêve d'adapter à l'écran un livre, eh ben il l'a pas lu. Enfin, pas en entier tout du moins. Hein. Parce que pour lui, le roman était beaucoup trop dense. Et il aurait même avoué à Philip K. Dick, franchement, c'est trop dense ton truc mec. Au bout de la page 32, il y a déjà 17 histoires différentes. J'ai pas réussi à entrer dans le bouquin. Je sais pas trop comment je l'aurais pris perso. Hein. Pas forcément très bien. Mais la finalité est là. Ridley Scott veut réaliser son Blade Runner. Mais avant de découvrir les rêves de Blade Runner, place au sponsor de cette vidéo, YFood. Si tu connais pas, c'est une marque de repas complet et équilibré qui te permettent de combler les petites faims. Alors perso, avant qu'ils me contactent, j'étais déjà cliente de YFood parce que tu vois ce moment où tu vas au cinéma à 20 h et que tu dis est-ce que je mange avant, est-ce que je mange après, je fais comment, je vais avoir faim. Et ben moi je fais YFood. Alors il y a le format boisson avec des goûts cool comme caramel salé ou noix de coco et qui te rassasie pendant 3 à 5 heures. Et franchement, c'est parfait le temps de se faire un petit cinoche. Et gros point positif pour mes intolérants au lactose sûr, c'est sans lactose. Et sans sucre ajouté et sans gluten. Et avec 26 vitamines et minéraux. Ça, c'est parfait pour mon bide en gros. Et il y a aussi les bars avec de la noisette, du brownie, encore de la noix de coco et du chocolat blanc. C'est super bon et j'ai pas le ventre qui crie famine pendant les films. Et en plus, c'est Nutri-Score A. Donc que ce soit avant un film ou pendant ta journée de travail, ça remplace pas un repas, mais ça fout un sacré petit coup de boost. Et avec le code promo MANI-YouTube, t'as moins 10% sur ta commande et les frais de port sont offerts sur toutes les commandes supérieures à 25 €. Je te mets évidemment le lien en description et je vais me taper un petit croc, hein, parce que maintenant on va voir si t'as la ref. Pour créer son Blade Runner, Ridley Scott s'est évidemment inspiré de ses références. Mais bon, avant de commencer à parler de ses références cinéphiliques, en fouillant un petit peu dans la vie de Scott, j'ai découvert qu'il était ultra fan de bande dessinée. Et plus particulièrement d'un magazine français. Et ouais, mon gars. Et ce magazine, bah, tu le connais peut-être puisque c'est Métal Hurlant, l'une des plus grandes revues de bande dessinée de science-fiction créée par Moebius en 1974. Et justement, bah, Ridley Scott, il est ultra fan de Moebius et des univers qu'il a créés. Si bien qu'il l'a fait travailler sur son film Alien, en collaboration avec Giger, celui qui a créé le fameux monstre. Et bon, bah, malheureusement pour Blade Runner, Moebius il n'était pas disponible parce qu'il était déjà engagé sur un autre film. Mais bon, ça n'a pas empêché Scott de s'inspirer de certaines de ses planches. Hein. Et on va pas se mentir, il y a un air de ressemblance. Mais c'est surtout une rencontre qui détermina ce que Blade Runner allait devenir. Parce que pour faire un film de science-fiction, il faut vraiment la pointe de la pointe des effets spéciaux. Et Ridley Scott l'a rencontré en la personne de Douglas Trumbull. Alors ce nom, peut-être que tu le connais, hein, si tu connais un petit peu le cinéma de science-fiction, mais si tu le connais pas, en fait c'est un gars qui était donc chargé des effets spéciaux sur des petits films pas très connus, du genre 2001 l'Odyssée de l'espace, Rencontre du troisième type ou le film Star Trek. De la gnagnotte, hein. Peanuts, on sait pas qui c'est du tout. Et alors justement, bah, notre bon Ridley, il a rencontré Douglas qui venait de faire ses films et qui avait pas forcément envie de rempiler sur de la science-fiction. Mais pour autant, il y a quelque chose qui lui a plu dans Blade Runner. Pas de vaisseaux spatiaux, de conquête intergalactique, non. C'est une histoire qui se passe les pieds sur terre et surtout qui se passe bientôt. Ça lui a plu à Douglas. Par la suite, c'est lui qui a créé le bâtiment de la Tyrell Corporation qui prend cette forme de pyramide maya
Bon, avec des ascenseurs à la place des escaliers, mais c'est quand même assez classe, hein. Et pour le coup, j'ai même eu l'occasion de voir la maquette à la Cinémathèque de New York. Et franchement, ça fait un petit truc. Malheureusement, Douglas Trumbull n'a pas pu faire tout le tournage, puisqu'il était lui-même sur la réalisation de son premier film. Mais bon, un perdu pour un gagné, il a pu présenter son remplaçant à Ridley Scott. Et ça, c'est David Dreyer. Premier film sur lequel travaille David Dreyer en tant que chargé des effets spéciaux. Et pour l'occasion, il a décidé de venir avec une référence forte pour créer son Los Angeles des années 2010. Et cette référence, c'est Metropolis. Dans ce chef-d'œuvre muet réalisé par Fritz Lang en 1927, on y découvre la mégapole de Metropolis, dans laquelle la société est divisée en deux parties. Une partie des habitants vivent dans un luxe excessif dans la ville haute, et les autres triment dans la ville basse, au milieu des machines qui font fonctionner la ville haute. Un savant fou met alors au point un androïde qui, en prenant l'apparence de Maria, une habitante de la ville basse, va pousser les travailleurs à la révolte contre le maître de la cité. Mais Freder, le fils du maître, aidé de la vraie Maria, veut réconcilier les deux parties et aspire à un avenir meilleur. Déjà, les deux films se répondent dans leurs propos. Ils mettent tous les deux en scène une certaine disparité de classe et suivent un fil directeur derrière la création d'un androïde qui se détourne de son créateur. Que ce soit avec les réplicants qui deviennent hors la loi et se rebellent, ou bien avec cette femme androïde qui décide de pousser le peuple ouvrier à la révolte. En fait, c'est toute l'éthique de la machine qui est remise en question. Et ça, David Dreyer, il s'en est vraiment inspiré dans la création de son univers. Un jour, j'aimerais faire un montage plan par plan pour comparer Metropolis de Fritz Lang et Blade Runner. Parce qu'il y a tellement de Metropolis dans Blade Runner. Ces paysages urbains que vous voyez avant qu'on rencontre Descartes et la lumière du bureau de Tyrell par exemple. J'utilisais même des images de Metropolis lorsque je planifiais les plans des miniatures des bâtiments de Blade Runner. Au-delà du film de Fritz Lang pour son architecture, c'est en fait d'une vraie ville dont se sont inspirés David Dreyer et Ridley Scott pour créer leur Los Angeles crépusculaire. La fumée noire, une forte densité de population, un côté sombrement romantique. Ridley Scott est en fait tombé totalement amoureux de la ville de Hong Kong quand il l'a visitée dans les années 70. Ce qu'il avait envie de faire avec Blade Runner, c'était en fait de créer une sorte de Hong Kong on a very bad day. Hong Kong, un très mauvais jour. C'est sympa comme type d'esthétique. Et alors, justement, ça se retrouve vachement dans l'atmosphère, mais aussi dans la population de la ville. Puisque pour créer son Los Angeles, il pouvait s'inspirer de ce qui s'y passait réellement, donc avec cette forte population hispanique du fait de la proximité de la frontière mexicaine, ou au contraire, ajouter une population plutôt asiatique, comme dans sa chère Hong Kong. Et bon, vous avez vu le film, hein. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec un Descartes en train de manger son petit bol de nouilles dans les rues sombres de la ville. Ah tiens, on va jouer à un petit jeu. Pense à une célébrité, quelqu'un que tu admires et que tu aimerais trop rencontrer, et réfléchis au nombre de personnes qui te séparent de lui ou elle. Genre, moi personnellement, j'adorerais rencontrer Ridley Scott, hein. Faudrait que je vois si je connais quelqu'un qui pourrait me le présenter par exemple. Ça, c'est ce qu'on appelle la théorie des 6 degrés de séparation. Comme quoi, n'importe qui est séparé de n'importe qui d'autre dans le monde de seulement 6 relations humaines. Et Ridley Scott, quand on lui demande justement de réfléchir à cette personnalité qu'il admire, et il en est séparé de seulement 3 relations. Mais 3 relations en direct, puisqu'il partage 3 acteurs et techniciens avec un de ses réalisateurs préférés, Stanley Kubrick. Et tout ça, ça part du film 2001, l'Odyssée de l'espace. Le film raconte l'exploration humaine de l'univers, ponctuée par une découverte mystérieuse sur la Lune et une rencontre avec une intelligence extraterrestre qui transforme la perception de l'existence humaine. Bon, en plus d'être une immense influence en termes de science-fiction, 2001 a fait travailler des personnes qui ont marqué Ridley Scott par la suite. Évidemment, j'ai parlé un peu plus tôt de Douglas Trumbull, qui était déjà responsable des effets spéciaux sur le film de Kubrick. Genre, en fait, c'est un peu grâce à lui qu'on a pu imaginer à quoi ça ressemblerait de voir des gens marcher sur la Lune un an avant que ça se fasse pour de vrai. Et ça s'arrête pas là, puisque dans 2001, l'Odyssée de l'espace, toujours, lorsqu'on embarque à bord du Discovery One en route vers Jupiter, certains membres de l'équipage sont dans des sortes de capsules de maintien en vie, je sais pas trop comment ça s'appelle, pour éviter que tout le monde soit sur le pont en même temps. Et parmi ces équipages, il y a un certain Kavinsky VF. Et si je te disais que ce gars qui est en train de s'empêcher de respirer dans le plan et qui en fait est un assistant publiciste de 2001 qui juste passait par là lors du tournage et à qui on a dit hey, viens jouer le gars qui est en train de dormir dans une capsule. Quelques années plus tard, il va devenir le meilleur ami de Ridley Scott ainsi que l'assistant production du film Blade Runner. Ce gars, c'est Ivor Powell et Ridley Scott lui doit beaucoup puisque c'est grâce à lui qu'il a pu demander quelques années plus tard à Kubrick un petit service un peu particulier. Mais ça, je t'en reparle après.
Et enfin, leur dernier lien, c'est plutôt du côté de Shining qu'on le retrouve, avec l'acteur Joe Turkel qui a joué dans les 2 films. En fait, il semblerait que c'est en le voyant jouer le rôle de Lloyd le barman dans Shining que Ridley Scott se soit dit « Oui, bien sûr, c'est lui, mon Eldon Tyrell ». Et justement, c'est même devenu une blague entre eux, puisque pendant le tournage, Ridley a plusieurs fois demandé à Joe « Hey, tu penses que Stanley, il aurait fait comme ça ?» Qu'est-ce qu'il est fort en boutade quand même, hein, ce Riley. Mais le vrai lien fort entre Ridley Scott et Stanley Kubrick, ce sont des arbres. De très beaux arbres. Des arbres à perte de vue. Alors non, hein, on va pas parler horticulture, mais en gros, tu n'es peut-être pas sans savoir que Blade Runner n'a pas toujours été le film qu'il est. Il existe de nombreuses versions qui sont sorties entre 1982 et 2007. En tout, il y en a 7. Ah, 7. 7 grandes valeurs, 7 péchés capitaux, Blanche-Neige et les 7 nains. Et si tu veux connaître ces fameuses 7 versions de Blade Runner, va faire un tour sur mon compte Instagram, abonne-toi. Et profites-en pour t'abonner ici aussi, on n'est pas trop mal. Et donc la première version du film, celle qui est sortie le 25 juin 1982, la fin, c'est pas du tout la même que celle qu'on connaît aujourd'hui. Pas de Descartes qui découvre à cause d'un origami que, en fait, on connaît ses rêves et donc que potentiellement il serait un répliquant. Non, dans cette première version, il part dans une magnifique échappée avec Rachel, loin de cette ville sombre et morte de Los Angeles, direction des arbres. Sauf que c'est un petit peu compliqué de tourner des beaux plans de forêt quand on a déjà gerbé tout son budget en ville dystopique et en néon luisant. Et c'est donc là, justement, qu'intervient la mise en relation avec Kubrick par Ivor Powell, puisque Ridley Scott lui a tout simplement demandé s'il pouvait lui emprunter des arbres, et plus particulièrement ceux de l'ouverture de Shining. Et ouais, là où un film se clôture, un autre s'ouvre, et quand certains y voient de l'espoir, d'autres y voient de la folie. Et franchement, il n'y a pas mieux niveau relation. Ah, tiens, je te parlais justement du fameux plan de l'origami de licorne. En fait, il s'explique par le fait que Descartes, il rêve de licorne assez souvent, et le fait que son collègue Gaff le sache et lui montre avec ce petit origami, ça fait de lui un être dans lequel on a inséré des rêves, et donc possiblement de lui un répliquant. C'est fou quand même, parce que ce film, c'est comme une mauvaise blague. Quand tu expliques l'astuce, ça rend ça un petit peu moins bien. Enfin, moins bien, je sais pas, parce qu'il y a certaines personnes qui n'avaient pas forcément compris toute cette subtilité-là, si bien que il a fallu rajouter un plan pour bien faire comprendre que oui, s'il rêve de licorne, et voilà, l'origami, c'est la licorne dont il rêve, voilà. Ok, très bien. Mais tu la trouves où ta licorne, Parce que bon, on a dit que tout le budget, il était parti en nouilles et en néon, Et en fait, un peu comme pour Shining, Ridley Scott, il allait piocher dans un autre film. Et pour le coup, il n'est pas allé trop loin, puisqu'il allait piocher dans un des siens. En 1985, il sort Legend, un conte fantastique où un couple tout plein d'amour, avec Tom Cruise en lutin sexy, se retrouve séparé par le maléfique démon Darkness, aka Tim Curry, qui veut plonger le monde dans une nuit éternelle en tuant les protectrices du royaume des licornes. Et c'est ainsi que dans le remontage de sa version Director's Cut en 1992, Ridley Scott ajoute ce fameux plan emprunté à son autre film pour illustrer le rêve de Descartes. C'est sûr que c'est vachement plus compréhensible comme ça, enfin je crois. Mais en vrai, si on creuse un peu, c'est pas la première fois que Ridley Scott il fait dans le recyclage d'un de ses propres films. J'en ai un tout petit peu parlé plus tôt, mais si je te dis Alien, l'équipage du Nostromo, un vaisseau spatial de retour d'une mission commerciale, reçoit des signaux étranges émanant d'une planète. Au cours de leur inspection, un officier est attaqué par un monstre qui lui recouvre le visage. En le ramenant au bord du vaisseau, l'équipage ne se rend pas compte qu'ils ont fait entrer une créature dangereuse qui va essayer de tous les tuer. Bon alors, si avec ce résumé, on voit pas forcément les similitudes entre les deux films, il faut savoir que de nombreuses théories affirment que Blade Runner et Alien se déroulent dans le même univers et qu'ils seraient même liés. Déjà, ces univers dystopiques sont tous les deux contrôlés par une société totalitaire, la Weyland-Yutani dans Alien et la Tyrell Corporation dans Blade Runner. Et on peut aussi dire que les technologies des deux films sont très ressemblantes. Enfin, si par ressemblantes, on entend totalement similaires vu que les interfaces des ordinateurs sont juste les mêmes. Et oui, on a dit pas de gâchis, le recyclage c'est important, surtout en 2019. On retrouve également dans les deux films un être artificiel destructeur, mais qui se retrouve être parfois plus humain que certains de ses homologues faits de chair et de sang. Ash, qui est joué par Ian Malcolm, qu'on découvre être un androïde caché au sein du Nostromo, a pour ordre de ramener l'alien sur Terre, au détriment de l'équipage. Et juste avant de mourir, il explique son admiration pour cette créature. You still don't understand what you're dealing with, do you? Perfect organism.
Dans Blade Runner, c'est le répliquant Roy Batty qui prouve toute son humanité avec son fameux monologue des larmes dans la pluie. Bon, est-ce que pour autant les deux films sont véritablement liés? Eh ben oui, puisque Ridley Scott l'a affirmé dans le commentaire audio de Blade Runner. So almost this world could easily be the city that supports the crew that go out alien. In other words, when the alien crew comes back in, they might go into this place and go into a bar just off the street near where Deckard lives. That's how I thought about that. Bon, bah si c'est Monsieur le Réal qui le dit, hein... Mais à l'inverse, qui s'est inspiré de Blade Runner par la suite? Et bah à peu près tout le monde, hein, puisque le film est même crédité comme l'un des premiers films à avoir lancé le mouvement de science-fiction du cyberpunk. En fait, pour résumer rapidement, le cyberpunk, c'est un style caractérisé par un futur proche, composé d'un mix entre une utilisation avancée de technologie et une violence humaine exacerbée, dans une ambiance plutôt sombre, voire lugubre. En gros, c'est le futur avec des robots et ça pue, en gros. Et en fait, la grande originalité de Blade Runner au moment de sa sortie, c'est de rompre avec cette tradition de la science-fiction qui voyait plutôt le futur dans l'espace avec des gros boutons qui font bip bip bop et de justement réellement questionner un futur possible et réaliste pour l'humanité. Et pour cela, Ridley Scott, il a repris des éléments futuristes traditionnels, comme les voitures volantes par exemple, mais il a décidé d'utiliser des lieux de tournage ancrés dans le réel, conférant justement au film un côté un peu plus réaliste qui, selon lui, justement manquait aux œuvres de science-fiction de l'époque. Et depuis, il existe de très nombreux films qui se sont voulus héritiers de ce mouvement cyberpunk, du style Ghost in the Shell, Total Recall ou même Minority Report, que j'adore et qui est également tiré d'un roman de Philip K. Dick, ou même encore le jeu Cyberpunk 2077 qui est sorti en 2020 et qui inclut pas mal de petits easter eggs à Blade Runner. Évidemment, on ne peut pas parler de Blade Runner sans citer sa suite, Blade Runner 2049, réalisé par Denis Villeneuve en 2017. Étant un grand fan du premier opus, Villeneuve décide justement de conserver cette ambiance mélancolique du film et cette impression de superposition des différentes cultures, mais en rapprochant tout ça de quelque chose qu'il connaît plus. Une atmosphère qui rappelle plutôt son Montréal natal en hiver. Oh que c'est beau, oh, c'est très joli mon petit Villeneuve. Et en hommage au fantastique travail qu'ont fait Ridley Scott, Douglas Trumbull et David Ayer, il a décidé d'utiliser beaucoup d'effets spéciaux dits pratiques et non pas de la CGI comme il se faisait beaucoup dans les films de l'époque. En fait, il y a une partie des bâtiments et des véhicules qui sont vraiment réels, ainsi que des effets de brouillard, de pluie ou même de neige qui ont été réalisés directement sur le plateau. Et pour le coup, Denis Villeneuve, il est meilleur élève que Ridley Scott, puisque lui, il a lu le livre de Philip K. Dick. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo et surtout ce renouveau de Talaref. J'espère que ça t'a plu et pense évidemment à t'abonner. Et si tu veux en savoir plus sur comment les cinéastes s'inspirent de leur propre cinéphilie, je t'invite à aller acheter mon livre Talaref aux éditions hors collection que tu peux trouver dans toutes les meilleures librairies. Et sur ce, moi, je m'envole vers l'infini et au-delà. Ah merde, c'est pas le bon film. Ah, zut. Bon, c'est pas grave, c'est ok. Et c'est pas le bon côté non plus. Mince, par où? C'est par où? C'est par là? Ridley? Ridley? T'es où, Ridley? T'es là, Ridley? Ah non, il est pas là. Je sais pas, moi. Ah oui, tiens. Non, est-ce qu'il est? Il est pas là? Ouh, ça pue. Salut? Salut?